suivez le journal sur MTV+, mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité, l'organisation de la CAN 2023 a été un pari gagné selon les observateurs, notamment Richard Attias, organisateur de la cérémonie d'ouverture et de clôture de la CAN 2023. Et puis l'AES pourrait faire perdre 45 milliards de francs CFA à la CEDEAO après le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Nous terminerons sur le continent européen, colère des agriculteurs. À travers le continent, la mobilisation se poursuit. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est jouée en terre ivoirienne demeure la plus organisée et la plus réussie. Selon Richard Attias, celui-là même qui a la lourde charge d'organiser la cérémonie d'ouverture et de clôture, la Côte d'Ivoire est un pays disposant des infrastructures de qualité à tous les niveaux. Pendant un mois, la Côte d'Ivoire a été la capitale mondiale du football africain. Ceci à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, organisée du 13 janvier au 11 février 2024. Cette édition a été marquée par des coups de théâtre sur les pelouses des stades ivoiriens, par une communion inédite entre les ressortissants des différents pays africains et par une ferveur dans les stades. Avec la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Richard Attias s'impose un peu plus dans l'organisation des grandes manifestations en Afrique. Grâce au génie de Richard Attias Associated, la Côte d'Ivoire peut se vanter d'avoir réussi son pari en organisant la plus belle des CAN jamais organisées. Où que vous alliez, vous aviez de la Wi-Fi. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays que l'on dit très développés. Pardon. Deuxièmement, les infrastructures routières, finalement, ont très bien répondu et on sait qu'il y a toujours des embouteillages dans des grands événements, mais ça a été très bien managé. En termes de sécurité, tout le monde s'est senti extrêmement en sécurité, ce qui est aussi une énorme performance. Il y avait ensuite, comme l'a dit Monsieur le ministre, sur un plan économique, énormément d'opportunités qui ont été prouvées. Et vous savez, quand on vient dans un pays, on sent tout de suite les énergies positives, comme on dit, les good vibes. Et on sent que ce pays est en pleine transformation. Pour Richard Attias, la cérémonie d'ouverture et de clôture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, jugée la plus prestigieuse compétition de football de tous les temps en Afrique, est un atout dans sa vision de faire rayonner le continent africain. Vous verrez des retombées sur les 3 à 5 ans qui viennent. C'est une onde de choc positive. Parce que d'abord, il y a énormément de personnes qui ont découvert pour la première fois la Côte d'Ivoire et ses potentiels. Et donc, vous allez voir que ça va venir, revenir, et que ce sont des projets sur 3 à 5 ans. À travers la CAN ivoirienne, de nombreux visiteurs ont pu apprécier la splendeur et la beauté de la Côte d'Ivoire et bénéficier des opportunités de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le décor de la Coupe d'Afrique des Nations de football est planté en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier. C'est plus d'1 milliard d'euros qui a été déboursé par le gouvernement. Quelques heures après la fin de cette compétition, que retenir de son impact sur le pays hôte? Élément de réponse dans ce reportage. Pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en Côte d'Ivoire, c'est plus d'1 milliard d'euros qui a été déboursé par le gouvernement en échange d'un afflux de visiteurs et d'une forte consommation de ces touristes qui ont sillonné le pays pour suivre leurs équipes nationales. Mais au-delà de cet enjeu majeur basé sur le tourisme, les retombées économiques de cette CAN sont appréciables dans différents domaines. Au cours de cette compétition, nous avons eu 2 forums économiques. Un forum économique à Korogo, un forum économique à Bouaké. Forum économique de Bouaké qui a eu déjà plus de 200 milliards d'intentions d'investissement. C'est plusieurs pays qui ont participé à ce forum économique-là. Les grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations sont toujours des défis de taille pour les pays organisateurs, mais aussi une source de rentabilité. Les autorités ivoiriennes et le comité d'organisation ont axé le leur sur la visibilité accrue pour Abidjan, mais aussi la stabilité du pays. Nous sommes persuadés qu'avec ce niveau d'investissement, les opérateurs viendront parce qu'ils ont un pays qui est sûr. Un pays qui est stable. Vous savez, la stabilité est très très importante. Si aujourd'hui nous avons pu atteindre ce niveau, c'est parce que nous avons une stabilité depuis 15 ans. Nous avons un même régime, ça rassure les investisseurs qui savent qu'ils peuvent se projeter. Le développement du pays hôte de la CAN prend désormais une nouvelle tournure après l'exploit de cette organisation. Pour pérenniser cette dynamique, le gouvernement de Côte d'Ivoire entend poursuivre les actions de développement amorcées plus tôt, tout en maintenant le niveau d'investissement.
Direction la sous-région afin de renforcer la sécurité alimentaire des populations burkinabées face aux conséquences du conflit russo-ukrainien et du changement climatique. La Banque africaine de développement, la BAD, va mettre à disposition une enveloppe de 38,4 millions d'euros. Cet appui est dédié au projet d'urgence pour le renforcement de la production alimentaire du Burkina Faso. Renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso est l'un des objectifs phares du gouvernement burkinabé. Pour accompagner le pays dans cet élan, la Banque africaine de développement va financer le projet d'urgence pour le renforcement de la production alimentaire au Burkina Faso. Lancé le 6 février 2024, ce projet sera financé à hauteur de 38,4 millions d'euros et devrait permettre de booster la production de maïs, de riz, de soja, de niébé, de sorgho et de blé. Ceci dans le but de réduire les importations de céréales de Russie et d'Ukraine. Il faut remettre les gens au travail, il faut qu'on produise, il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous les Africains. Au Burkina Faso, le taux d'inflation s'est accéléré à 14,4% en 2022 avec le renchérissement des importations de produits alimentaires et pétroliers. Les importations du pays ont augmenté de 9,7% en 2023. Nous avons relevé l'alignement et la pertinence de la stratégie d'intervention de la Banque africaine de développement au Burkina Faso avec les priorités du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Nous intervenons dans les secteurs de transport, des infrastructures de transport, secteur de l'énergie, dans le secteur eau et assainissement, dans le secteur de l'agriculture. Selon les autorités burkinabées, la mise en œuvre du projet d'urgence pour le renforcement de la production alimentaire au Burkina Faso devrait permettre une augmentation de la production nationale de riz de 430 000 tonnes et celle de maïs de 707 000 tonnes. Les autres cultures connaîtront également des augmentations de production. Nous le disions au titre, après leur retrait de la CEDEAO, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ambitionnent de quitter le CFA et de créer leur monnaie commune. Une décision qui entre dans la dynamique de la signature le 16 septembre 2023 à Bamako de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, visant à impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique. Les détails dans cet élément. Le général Abdourahmane Tiani, le président de la transition du Niger, a évoqué le 11 février 2024 la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali pour marquer l'étape de sortie de la colonisation. Ces trois pays dirigés par des régimes militaires, aujourd'hui regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, avaient annoncé le 28 janvier 2024 leur retrait de la CEDEAO. Mettre en place une monnaie suppose une économie suffisamment forte. Notre priorité, c'est d'abord d'inverser la tendance et de créer un espace de paix à même de permettre de lancer les économies. Maintenant, tout ce qui peut venir après, tant que ça va concourir à renforcer notre souveraineté, tant que ça va concourir à nous donner les capacités de réfléchir, de décider, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer nous-mêmes, nous le ferons. La monnaie étant un signe de souveraineté, les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale, selon un communiqué. Ainsi, la création d'une monnaie pour remplacer le franc CFA, commun aux 8 pays membres de l'UEMOA, s'inscrit dans cette vision. Toutefois, les données relatives à la possible mise en circulation d'une future monnaie ne sont pas encore connues. Selon certains experts, la CEDEAO, passant de 15 à 12 pays, risquerait une perte financière d'au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le départ simultané du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il était difficile pour nous de comprendre qu'une organisation qui a une vocation de construire une économie sous-régionale se lance dans des mesures qui confinent un des membres, en sachant que cette mesure peut jouer sur l'économie d'ensemble. Donc je dirais que c'est un peu comme, effectivement, une grève de la faim. Punir le Niger, c'est pas punir seulement les Nigériens, c'est punir tout l'espace CEDEAO.
À la suite des coups d'État commis en 2020 à Bamako, en 2002 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey, la CEDEAO avait suspendu ces 3 pays de ses instances, imposant de lourdes sanctions économiques au Mali et au Niger. Par conséquent, en novembre 2023, les ministres de l'économie et des finances de l'AES recommandaient la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. La mise en service du champ gazier Grand Tortue Améim GTA pour la production du gaz naturel liquéfié GNL a été reportée par les autorités sénégalaises et mauritaniennes à septembre 2024. Initialement prévu pour accroître l'offre énergétique, le projet GTA avait débuté en 2019 suite à une décision finale d'investissement signée entre les 2 gouvernements. Le projet gazier Grand Tortue Améim à la frontière maritime mauritano-sénégalaise connaît un report dans son calendrier de mise en œuvre. Initialement prévu démarrer en avril 2022, le projet fait face à un retard cumulé de 28 mois en raison du Covid-19, poussant la mise en service à fin septembre 2024. À cet effet, les 2 pays ont lancé un audit financier, estimant que les surcoûts de construction auront un impact sur leurs revenus. Ce retard est certes préjudiciable, mais n'est pas rébarbatif, dans le sens où ça va juste retarder les perspectives économiques, les boosts économiques qui étaient attendus. Si on prend le cas du Sénégal, une partie de ce gaz-là devait intégrer les centrales électriques pour produire de l'électricité, donc moins chère. C'était prévu pour 2024, ça n'aura pas lieu avant 2025. Développé depuis 2019 en vue de favoriser l'amélioration de l'offre énergétique, le projet Grand Tortue Améim concerne l'exploitation d'un champ gazier situé à 120 km des côtes et à une profondeur de 2850 mètres. Cette infrastructure sous-marine d'Afrique devrait produire environ 2 500 000 tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Globalement, le dernier rapport qui nous est parvenu par les contractants indique un taux d'avancement de 91% et nous osons espérer que le premier gaz puisse être livré ou mis en exergue à partir du 3e trimestre de cette année. Les réserves gazières de l'ordre de 1400 milliards de mètres cubes font du projet Grand Tortue Améim l'un des plus importants en cours de réalisation. Au Sénégal, l'exploitation des hydrocarbures provenant de cette initiative aurait dû rapporter 887 milliards de recettes à l'État entre 2023 et 2025, selon le ministère des Finances. De l'autre côté du globe, pour refermer ce journal, la mobilisation des agriculteurs européens se poursuit sur le continent, notamment en Espagne, en Moldavie et en Pologne. Les détails dans cet élément. Après plusieurs jours de manifestations, la mobilisation des agriculteurs espagnols ne faiblit pas. Ce mardi, des rassemblements sont prévus, notamment à Gérone, dans le nord-est du pays et dans la périphérie de Barcelone. Un mouvement pour dénoncer la politique agricole commune de l'Union européenne, mais également la précarité du secteur. En mis últimos 2 años tenemos unas pérdidas, por ejemplo, con el cereal de un 40%. Y este año pasado la sequía, una ruina. Tenía que haber dado el cereal a 4000 kilos en secano y te ha dado a 1000. En Moldavie, les agriculteurs ont bloqué la principale route menant à la Roumanie. Ils réclament plus de subventions gouvernementales pour faire face aux pertes qu'ils disent subir depuis 2 ans. Le gouvernement moldave a déjà déboursé l'équivalent de plus de 13 millions d'euros l'an dernier pour venir en aide au secteur, un montant jugé insuffisant par les agriculteurs. En Pologne également, le mouvement se poursuit. À la frontière avec l'Ukraine, certains agriculteurs en colère ont déversé la cargaison d'un camion transportant des céréales ukrainiennes destinées à l'Union européenne. Une action qui a suscité de vives réactions. Kiev a dénoncé un incident inacceptable et Varsovie a annoncé l'ouverture d'une enquête. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs polonais protestent contre les importations de produits agricoles ukrainiens qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Linda Tepi. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.